Bonjour, je suis Paolo Mori. Bienvenue sur Rue de Jeux. Salut à toutes, salut à tous. Ça y est, une nouvelle rétrospective après Uwe Rosenberg qui m'aura épuisé avec ses 4 parties. On va travailler sur un auteur un peu moins connu, mais néanmoins complètement digne d'intérêt. C'est Paolo Mori, l'auteur italien Paolo Mori, qui a déjà à son actif une bonne vingtaine de jeux. Cette rétrospective va se découper en 2 parties. Et je ne suis pas seul pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Paul Gara. Salut Paul Gara. Salut Boris, comment vas-tu? Eh ben ça va, je suis forcément d'excellente humeur quand on parle de Paolo Mori. Alors Paul Gara, t'es podcasteuse ludique, hein, t'as un podcast qui s'appelle Le Point de Paul Gara, qui est hebdomadaire, qui est aussi secondé par un blog où tu publies des billets, et puis tu interviens aussi dans des festivals en tant que conférencière. Pour toi, Ouais. Paolo Mori, c'est un auteur important, t'avais envie qu'on soit ensemble pour en parler? C'est amusant parce qu'en fait, quand on a évoqué le sujet, moi je l'ai rencontré pour le Spiel des Jahres à Berlin. Toi, tu l'as rencontré à Essen. Et c'est vrai qu'on en faisait le constat tous les deux. C'est un auteur qu'on apprécie énormément. Moi, je pense que c'est un très grand auteur de jeux de société et je sais qu'on partage ce point de vue. Et qui n'a peut-être pas la reconnaissance qu'il mérite, si on peut parler de mérite, mais enfin, il n'est pas forcément si connu que ça, son nom n'est peut-être pas aussi célèbre que des Knizia, Kramer, Rosenberg, enfin ou voilà. Alors que c'est vraiment un auteur intéressant sur son travail, qui a eu des nominations au Spiel, hein, d'ailleurs. Enfin Oui. voilà, on le disait hein, en 2024 et peut-être qu'il n'a pas eu encore le super succès qui serait la récompense de son travail. Voilà. Tout à fait. Bon, Néanmoins, c'est un auteur qui monte et je pense qu'on est au beau moment pour en parler. Il est en train lui-même d'être dans un tournant dans sa carrière où il réfléchit à l'édition. Il s'intéresse de plus en plus à l'édition et il commence à lancer des projets autour de ça. Il vient d'être nommé au moment où on enregistre à l'As d'Or pour Captain Flip. Puis moi, ça me fait du bien de travailler sur un auteur qui est un peu moins prolifique et qui a des jeux un peu plus simples d'accès, qui est un peu plus orienté famille. Hein. Au début, on a travaillé vraiment sur les auteurs orientés autour du jeu expert, Rosenberg, Stéphane Luciani. Feld, on a fait Luciani ensemble. On n'est pas exactement dans la même vision du jeu et pourtant ces jeux n'en sont pas forcément moins profonds en tout cas. Paolo Mori, c'est un auteur qui est né à Parme, qui vit toujours dans les environs de Parme, en Italie. Et comme beaucoup de gens, les jeux chez lui arrivent dans l'enfance, hein, d'abord avec des parties de cartes avec la famille, et puis les fameux mass market games par lesquels là, on est quasiment tous passés. Risk, mais Risk dans sa version italienne, qui est spécifique à plus d'un égard, et puis le fameux Monopoly. Parcours assez classique, hein, du Donjons et Dragons pendant l'adolescence, et il s'arrête pendant l'université parce qu'il manque de personnes avec qui jouer. C'est un discours qu'on retrouve souvent chez les auteurs de jeux qui racontent leur parcours. Paolo Mori, il est né en 1977, donc son parcours ludique, il ressemble à beaucoup de parcours ludiques des enfants des années 80, années 90. En fait, c'est exactement la même génération que moi, donc c'est exactement ça. C'est l'accès aux jeux de société d'abord par les jeux mass market, à un moment Donjons et Dragons, effectivement, qui arrive et où les livres dont vous êtes le héros, on retrouve souvent cette dualité. Et aussi tout l'univers hein, qui va avec le monde du jeu, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un peu l'univers geek, qui n'est pas encore implanté comme aujourd'hui et qui n'est pas mainstream du tout, en fait. Donc il a vraiment ce parcours assez classique des enfants des années 80-90. C'est une découverte du jeu qui va très progressivement. Hein. Il commence pas par jouer à des jeux de société parce qu'il y a déjà des jeux de société qui s'apparentent à du jeu de société moderne dans les années 80. Alors, il y a déjà des créations d'Alex Randolph, etc. Mais c'est pas ce qu'on trouve principalement, en fait. En tout cas, c'est pas ce à quoi on est exposé quand on est enfant des années 80, quoi. Et puis, il va revenir au jeu au début des années 2000. Par hasard, il va tomber sur un forum italien. Il va rencontrer ses amis Andrea et Simone qui jouent à Tigre et Euphrate. Et ça va devenir un rendez-vous ludique hebdomadaire, et Tigre et Euphrate de Reiner Knizia va lui mettre une vraie claque. Hein. Il a ce moment d'épiphanie qu'on a un peu tous et toutes eu quand on joue à notre premier vrai jeu de société moderne. Et très vite,
il pense à la création. Notamment parce que son ami Andrea, avec qui il éditera des jeux plus tard, participait à un concours tenu par le studio Giochi, donc le studio de Leo Colovini, auquel Leo Colovini a participé, un très grand auteur de jeux italien qui a écrit des bouquins de game design, etc. Il a participé au playtesting du prototype de son ami Andrea. Ça lui a plu et s'est tout simplement dit qu'il allait faire pareil. Et il s'est lancé comme ça dans la création, presque dans la foulée de découvrir le jeu de société moderne. Et je trouve ça assez intéressant parce que souvent, ça vient plusieurs années après. On a au début pas toute la ferveur nécessaire pour se mettre à la création. Lui, ça vient assez vite, en fait. Cette fièvre créatrice vient assez vite. Ça veut dire aussi qu'il crée avec plus grande innocence, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a une forme de candeur, ouais. C'est vrai qu'avoir une culture ludique importante, ça peut aider à paver le chemin et éviter certains écueils, identifier des mécaniques récurrentes, etc. Mais parfois, ça peut aussi être un piège. Ça peut paralyser. Et je pense que cette candeur de Paolo Mori, elle l'a aidé vraiment à se jeter dans le bain et de faire assez vite des jeux plutôt épurés parce qu'ils n'ont pas l'ambition de se comparer à des références existantes qui le surplomberaient comme une chape de plomb. Je pense que finalement, ça a pu l'aider aussi à se libérer un petit peu. Tu as moins ton esprit formaté, donc tu as une plus grande liberté de création, quoi. I started designing games even before playing Euphrates and Tigris, but I didn't have the hope of publishing anything. No, so after playing Euphrates and Tigris, I discovered in some way that there were actually designers, that published their games. I knew this even before, of course, but this sparkled something in me. I've never been a type of a designer that studies a lot. I usually don't read games about game design. I'm not interested in reading blogs regarding game design. It's probably it's just because I'm lazy. No, it's as you know. No, if you talked a bit about my games, they are all very different. No, maybe there is a fil rouge, no, between them, but they are very different. Probably this element of starting designing right after playing my first games helped a bit in this way. Yes. On the other side, it's not something that I would suggest to wanna be designers, because okay, for me it worked. Of course, I played a lot of games after Euphrates and Tigris, so it's just that my career of player went together with the career of designers. So it's not play one game, say it's okay. You know everything, of course. Paolo Mori, ça va aussi être un acteur important de la scène italienne. On parle aujourd'hui de l'école italienne, mais on pense plutôt à Simone Luciani, à Daniele Taschini, Virginio Gigli, ce genre d'auteur, plus labellisé autour de l'Eurogame. Lui, il est un petit peu à part, puisqu'on l'a dit, il est sur des jeux généralement moins poussés dans la réflexion, mais il va avoir un rôle de catalyseur, un rôle de fédérateur assez important, ce qui va créer en 2005 le site Inventory di Giochi. Mon italien est terrible, hein, mais qui signifie inventeur de jeux, et qui est tout simplement un forum en ligne pour les auteurs de jeux italiens. Et il va organiser aussi des projets pour promouvoir les jeunes talents de cette scène italienne, avec son collègue game designer Walter Obert. Et il y a toute une série de rencontres. Hein. On sait que les auteurs et autrices de jeux de société italiens s'entraident beaucoup, se voient beaucoup, se font tester mutuellement des prototypes. C'est pas pour rien qu'ils ont aussi beaucoup de co-auteurat parmi eux, c'est qu'ils sont vraiment en échange un peu perpétuel. Et il y a une convention à Bercetto, près de Parme, de concepteurs de jeux italiens, qui va aussi avoir lieu pendant des années et qui a été fondée et organisée par Paolo Mori. Donc il a vraiment ce profil de rassembler des confrères, des consoeurs autour de lui pour échanger autour de la création. On sent que c'est quelque chose qui l'anime beaucoup. Oui, puis après, c'est peut-être dans l'école italienne dont tu parlais. Effectivement, c'est peut-être l'un des premiers. Donc je vais mettre un peu, oui, Leo Colovini à part, mais qui est peut-être d'une génération un petit peu précédente. Ça est un des premiers qui va avoir une reconnaissance, parce qu'on va le voir, il va quand même avoir
Là, tu le disais, il est nommé à l'As d'Or, il a été nommé pour le Spiel en 2024, mais il va avoir des nominations pour ses jeux au début des années 2010. Et c'est peut-être le premier auteur italien de cette nouvelle génération qui va avoir du succès à l'international, en fait. We started designing games together with Simone Luciani. I remember meeting him at one of the first Archimede contest. It's a contest for game designer held in Venice by Leo Colovini and Studio Giochi. I remember meeting him at the first contest, and we became friends, and we take different paths now to designing games, but and also with Virginio and other people, we all know each other together, because yes, I think that the main element of Italian school is this type of collaboration between designers that has been shaped in the years by these meetings of game designer that we hold yearly, but also we have places online now for meeting and for collaborating. So I think it's also always been a shaping element in the Italian design from the beginning, but it's also what have helped the Italian designer emerge in the last years. No, French designers are here from a lot of time, a lot of years. German designers also, but Italian designers Italian design scene is more fresh, more recent. It's true that Simone Luciani, Virginio Gigli, Nestore, Daniele Mangone, Daniele Tascini, they all focused on that type of quite heavy management games, resource management games. I'm not anymore in that type of games. I just design one games. That's Vasco da Gama. They're probably my only game that could fall in that category. Again, because it's not the type of game that I love to play usually. I'm lazy. Sometimes I feel a bit pretentious to say that, but international, no? If I had to say a school that is more similar to my taste, it's probably the French one. I grew with the games of Borno Faiduti, Català, Bozà, so it's of course I feel them very, very similar to game designing style. To my design style. Et puis professionnellement, il n'est pas game designer à temps plein. Hein. On a pu voir avec les rétrospectives que c'était assez rare et que même des auteurs de jeux reconnus avaient du mal à pouvoir vivre de leur art. Il travaille en communication numérique pour l'université de Parme, en fait. Je crois qu'il a un mi-temps. Et il est d'ailleurs diplômé en sciences de la communication. Il a été diplômé en 2002. Donc voilà, il est gestionnaire de contenu web, ce qui lui laisse un temps important, hein, avec son mi-temps pour se consacrer au game design. Et puis, il a évidemment à cœur de jouer aussi à des nouveautés qui sortent, même si il le dit, il a un problème de temps, hein, il ne peut pas jouer à tout et qu'il doit équilibrer, c'est bien normal, entre la découverte de nouveautés et le travail sur ses propres prototypes. Généralement, c'est une soirée par semaine qui est consacrée aux prototypes et une autre soirée qui est consacrée à jouer à des jeux de plateau qui sont disponibles dans le commerce, quoi, avec ses amis. Oui, il y a des auteurs qui ne souhaitent pas forcément faire ça à temps plein parce qu'ils estiment aussi que ça leur permet de ne pas finalement être dans l'obligation de créer. Enfin, et c'est vrai qu'à partir du moment où tu décides d'en faire un métier, bah, c'est plus exactement la même relation. Hein. Ça devient forcément, bah, y a une forme de contrainte qui n'est pas la même. Il y a des personnes pour qui ça peut être un frein à la créativité, en fait, de se sentir obligé de créer. Actually, I don't know what's the English or the French word for it. I'm on hold. It's been 2 years. I'm just designing games. I still keeping my job in the university. I get no salary from them, but I have still some time to design if I leaving my university job. Or getting back with a part-time in there. I'm wondering if I'm doing the right thing, but I'm having fun in designing games. It's working, so I don't know. I'm designing. I still have 1 year to decide. Probably. I probably would want to switch to designing games. I like it. I like also the type of the time I can allocate to my family and to my sons. So yes,
I would love it. But it's not easy, for sure. Il définit le processus de game design comme de la solution de problèmes, en fait, du solutionnement de problèmes. Je trouve que c'est intéressant. Avec son ami Andrea, encore une fois, ils ont tendance à définir la création de jeux comme le meilleur jeu en solo. En fait, le meilleur jeu de société en solo, c'est celui de créer des jeux. Ils trouvent que là où une mécanique géniale peut survivre à un thème qui est pas terrible, l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est quand même un auteur qui réfléchit, on va le voir, avant tout à la mécanique, et tant mieux si elle se marie avec un bon thème, mais voilà, il fait passer ça avant, et il pense que, il a expliqué ça en interview, que ça doit être très difficile de travailler en co-autorat avec lui, parce que il se décrit comme un petit peu lunatique. Hein. Il a parfois des idées très précises de comment le jeu final devrait être, et c'est difficile pour des co-auteurs ou des éditeurs de changer son avis. Il a des moments comme ça de grand enthousiasme, où il a plein d'idées, et il a des vrais passages à vide où il a envie d'abandonner le projet, où il ne voit plus comment avancer, etc. Il a vraiment cette espèce d'ambivalence et cette espèce de folie créatrice qui est faite comme ça, de montagne russe. Il y a une forme d'impulsivité comme ça, et ça va bien avec le fait que les jeux aient peu de règles. Il y a un côté vraiment entier, quoi, radical dans les propositions, je trouve. Il me semble qu'il le dit, hein, qu'il a quand même des thèmes de prédilection, qu'il aime bien raccrocher avec ses créations. On retrouve quand même des constantes dans les thèmes qu'il choisit, en fait. Après, on sait très bien qu'on n'a pas toujours, les auteurs n'ont pas toujours la latitude sur le choix final du thème, mais il y a quand même quelque chose qu'on retrouve des points communs entre certaines de ses créations quant au choix des thèmes. Et d'ailleurs, on a des exemples, bon, on spoil un peu pour la suite, certains de ces jeux qui ont été rethématisés, et dont les rethématisations, on peut dire qu'elles ne sont pas heureuses du tout. Les jeux qu'il cite comme référence, ce seraient les jeux qu'on considère, enfin qu'on définit comme élégants, hein, puisque c'est aussi une espèce d'adjectif qu'il essaye de viser dans son game design. Il cite des jeux comme Coloretto de Michael Schacht, Bonanza d'Uwe Rosenberg, Samurai de Knizia, Web of Power, hein, qu'on connaît chez nous sous le nom d'Iwari dans son édition la plus récente, qui est également de Michael Schacht, et puis un jeu comme le jeu de plateau Game of Thrones, pour vraiment le côté interactif et négociation. Ouais. Il aime beaucoup Knizia, il aime beaucoup Fait d'outils, il aime beaucoup ces grands noms qui ont fait des jeux assez simples et qui reposent beaucoup sur l'interaction entre les joueurs et joueuses. Quand on dit qu'un jeu est élégant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et un jeu élégant, c'est un jeu qui est simple en termes de règles, mais profond en termes de dynamique et de sensation de jeu. Et j'aime beaucoup les jeux de Lacerda, mais c'est un peu le contraire d'un Lacerda, je me permettrai de le dire. Et voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... souvent, il y a très peu de règles, pas beaucoup d'exceptions, parce que c'est surtout ça, en fait, qui est problématique dans les règles de jeux de société, c'est quand tu as des règles avec à chaque fois 10 exceptions. Souvent, les exceptions, c'est pour colmater des problèmes, en fait, de game design aussi, ça peut être ça. Et puis, en fait, surtout que les règles, s'il y a trop d'exceptions aussi, les joueurs et joueuses finissent par les oublier, en fait, parce qu'il y en a trop, ça fait créer trop de charge mentale. Et puis aussi que tout soit cohérent, que les règles du jeu soient cohérentes avec ce qu'on fait et qu'elles aient un sens. Paolo Mori est-il le game designer de l'élégance? Je vous propose de le voir dès maintenant en parcourant tous ces jeux dans l'ordre chronologique. C'est parti. Premier jeu 2006, c'est Our, un jeu chez What's Your Game que Paolo Mori fait seul, un jeu qui, on va le dire d'emblée, dénote complètement avec le reste de sa ludographie, parce que là on va le voir, il y a pas mal de jeux familiaux ou en tout cas assez épurés, assez faciles d'accès. Ici on est sur un jeu où certes il y a peu de règles, mais où l'erreur ne pardonne pas, et c'est assez complexe à appréhender en première partie. C'est un jeu qui est assez aride, je dirais. Il est un peu austère en prise en main, en apprentissage, et un peu déconcertant. Au final, c'est un jeu de collection qui est assez simple dans son scoring, mais ce qu'on y fait en jeu ne donne aucun des feelings classiques de la collection.
parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu d'affrontement, un affrontement quasi militaire. On a une action où on peut effectivement aller. Le but, ça va être de prendre des tuiles hein, et pour la collection. Ouais, d'essayer de faire une collection de tuiles voilà, différentes. Et effectivement, il y a une action entre guillemets dite militaire, mais c'est pas pour ça que je dis qu'on a ce sentiment militaire. C'est pas que pour ça, c'est parce qu'on est vraiment l'impression d'être dans de la stratégie presque quasi territoriale en fait, hein, de majorité de territoire. C'est plutôt parce qu'on va déployer on a des petits cubes qu'on va déployer sur les tuiles. Et tout le jeu, ça va être vraiment du déploiement militaire pour pouvoir l'emporter, récupérer les tuiles à la fin pour faire la meilleure collection possible. En fait, moi, je dirais presque que c'est un jeu abstrait parce que un jeu abstrait, ça se définit généralement par le fait qu'il n'y ait pas d'informations cachées. En dehors de ce qu'on, bien sûr, les actions aléatoires que vont faire nos adversaires, hein, ça, ce qui est normal. Mais effectivement, puisque même les tuiles on voit toujours ce qu'il y a. Les tuiles ont deux faces, comme dans Captain Flip, c'est marrant. Mais on sait ce qu'il y a sur les deux faces. Enfin, là, il n'y a pas de doute. Hein. On sait que d'un côté, ça va être une tuile commerce, et puis de l'autre côté, peut-être une tuile militaire. Enfin, il n'y a aucune information qui est cachée. On sait combien les autres ont de cubes, etc. Quoi. Le thème est franchement totalement absent, hein, on le ressent pas du tout, hein, ça pourrait être oui, c'est n'importe censé être dans la Mésopotamie, mais oui. clairement, à part les illustrations, on s'en fiche. Oui, puis le fait qu'on peut faire une ziggourate, c'est à peu près tout ce qui nous le rappelle, mais ça pourrait être, enfin, ce serait un moulin que ce serait la même chose, enfin, on aura le même ressenti. On a beaucoup de contrôle malgré tout, puisqu'on va se déployer. Enfin, il y a quand même, on a quand même du contrôle sur ce qu'on fait. On n'est pas, c'est pas complètement aléatoire et chaotique. Bon, en général, les jeux abstraits aussi sont souvent des jeux à deux joueuses, en affrontement 1v1. Là, ce n'est pas le cas. Au contraire, il faut même plutôt jouer à 4. On ne peut pas jouer à 2 de toute façon, c'est pas possible. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu qui a ce feeling de jeu abstrait, quoi, clairement. Et c'est pas, ça ressemble beaucoup moins du coup. Même si on va revoir que l'affrontement, pour moi, c'est un des patterns récurrents de ces jeux, il est assez différent quand même de ces autres créations, ouais. J'avais déjà fait une vidéo à propos de Our en présentant 3 jeux de game designers assez connus, mais en zoomant sur certains de leurs jeux méconnus. Et je le dis tout de suite, c'est mon préféré. C'est mon jeu préféré de Paolo Mori, qui intervient dès le début. Mais bon, alors on arrête. Voilà, c'est tout, fin de la vidéo. Je me reconnais vraiment dans ce que tu dis. Hein. C'est vrai que c'est un jeu aride et moi, à chaque fois, je prends beaucoup de pincettes quand je le fais découvrir parce que toutes les informations ont beau être ouvertes, on peut complètement se prendre les pieds dans le tapis et ça peut être très difficile de revenir. Mais moi, j'adore l'épure de son design. Il y a 5 actions différentes qui correspondent aux 5 couleurs de tuiles et pourtant, il y a énormément de choix à l'intérieur de ça parce que à chaque tour, oui, on a une tuile en main et on va utiliser cette tuile pour faire soit les 2 actions, celle au recto et celle au verso, soit on va pouvoir aussi choisir d'ignorer complètement cette tuile et de parachuter un cube sur le jeu pour commencer une nouvelle zone d'acquisition. On peut aussi renforcer ses positions existantes pour essayer de se défendre ou atteindre 5 cubes pour construire ces fameuses ziggourats qui vont après s'ajouter dans notre collection et faire des jokers pour mener notre collection au-delà des 5 tuiles. On peut avoir une 6e couleur qui est représentée par la ziggourate, mais en même temps, ça fait des cases mortes et c'est des endroits dont on ne pourra pas repartir. Donc, il y a plein de choix très intéressants. C'est assez complexe à prendre en main. Il le définit aussi comme son jeu le plus original. Et vraiment, c'est pour lui un peu un ovni dans son parcours et c'est étonnant que ça soit son premier. C'est peut-être là où il y avait toute cette candeur dont on parlait et le fait de ne pas chercher à faire un jeu pour qu'il soit édité en fin de compte. S'il fallait le rééditer, ce serait difficile d'en faire un succès commercial, je pense. Probably if I design it today, it would be a bit less confrontational because it's a multiplayer. It feels like an abstract. I think it's still fresh as the design, but it's very hard confrontation because it's sometimes it really feels like a small war game. « 2007, deuxième jeu de Paolo Mori, c'est Bornéo, un jeu où on incarne des marchands impliqués dans le commerce des épices avec les Indes orientales au XVIIe siècle.
On est membre de plusieurs compagnies commerciales et on cherche à obtenir la meilleure position dans cette hiérarchie des compagnies. C'est un jeu principalement à base de cartes, avec des cartes de différents types. On a des cargaisons qu'on utilise pour charger des épices sur les navires, des ports qui nous permettent de décharger nos épices et puis de les vendre pour en tirer du profit, des missions avec des objectifs à accomplir pour obtenir des bonus, c'est assez classique. On a aussi des marchands, chacun en a 3 qu'on va pouvoir utiliser pour essayer d'avoir des majorités dans les différentes compagnies. Ce qui est d'assez original par rapport à tous ces jeux que Tom Vasel a baptisé les Trading in the Mediterranean, donc ces jeux où on récupère des ressources et on les revend autour d'un thème maritime, portuaire, c'est que là, il y a de la bagarre. Avec ces enjeux de majorité, on va vraiment pouvoir aller piquer la place d'autres joueurs, jouer des marchands attaquants, on va comparer les valeurs de drapeaux et le plus faible sera éjecté. Il faut avoir des cartes qui correspondent à la compagnie autour de laquelle on se bat pour l'emporter ou non. Et vous le verrez dans la partie 2 de la rétrospective, mais le système de combat rappelle un petit peu celui de Altay, qui sortira en fait 17 ans plus tard. C'est aussi un jeu de gestion de main, on doit utiliser à bon escient ces cartes de différents types, et puis on doit bien gérer la superposition de ces cartes, avec, quand on joue des nouvelles cartes, on recouvre partiellement celles qui étaient là, donc on doit bien réfléchir à l'ordre dans lequel on va les poser. L'enjeu de ces bagarres et de ces placements de compagnie, c'est de récupérer toutes les ressources qu'il y a dans le port, et en fonction de si on obtient un monopole ou non, on va pouvoir carrément tout s'accaparer pour soi ou devoir partager avec les autres. On va évidemment essayer d'éviter que ça arrive. C'est un jeu qui est pas très thématique tout de même, comme Our le précédent, et on retrouve aussi vraiment cette interaction très directe, très frontale, qui est assez originale dans des jeux type Eurogame à cette époque-là. I don't remember. Okay. I haven't played it in a lot of time. Borneo was born as a design, as a card game. That I entered for a contest in Italy that is held annually for Lucca Comics and Games, that is the biggest comics and games festival in Italy. Okay, it was a good year because I at that festival that year I won 2 awards, one for the best game with War and one for the best unpublished game with a card game that then became Borneo. As a card game, it was, I think, quite a good game. They decided to do a big box, and each year in Essen, we joke with my other friends in my gaming group, because each year in Essen we find a big pile of Borneo. it's never ending, and each year they will take this pile of Borneo boxes that's at 3 or 4 euros. So it's not a game that had a big success. I think at the time had some good elements in it. It was yes, that dual use of the cards, but actually I think that's his life is probably over. I haven't played it in 15 years probably, so I probably one of the next gaming nights I will take it to to my friends to play with them, but to remember what it's all about, or what it's all about. Probably it made sense to keep it as a small card game and not as a big box of games. Now you expect something else. It hasn't the depth to live as a big box games. On enchaîne avec 2008, qui est une année assez calme. Pinguini contro Vampiri, c'est un petit jeu de cartes qui présente au Play 2008 à Modène, et ça s'inspire un petit peu des règles de Uno, en quelque sorte. En tout cas, on est dans cette famille de jeux de cartes assez simple, assez intuitif. C'est un jeu qui a la particularité d'être parrainé par l'AVIS, donc l'Associazione Volontari Italiani Sangue, et le jeu cherche à sensibiliser à l'importance des groupes sanguins. Et oui, c'est un petit jeu de 55 cartes, on a 48 pingouins et 7 vampires. Dès qu'il y a du sang, ils sont jamais très loin. C'est un jeu de défausse, on essaie de se débarrasser de ces cartes, comme à Uno. On doit jouer des pingouins qui correspondent au groupe sanguin qui a déjà au milieu de la table. Ce qu'il y a d'un peu plus fun et qui twiste le Uno, c'est que dès qu'un joueur n'est pas capable de jouer, il y a un vampire, une carte vampire qui vient s'ajouter, qui entre en jeu et qui va modifier légèrement les règles. C'est un jeu qui est avant tout destiné aux enfants, qui cherche à introduire ces éléments liés au groupe sanguin de manière ludique, sans prise de tête. And it's cooperative.
The other element is that it's a cooperative, so the game, of course, you win by playing all the cards. If someone cannot play his cards, cannot donate, you lose. And it's interesting twist. Évidemment, c'est pas un grand jalon de la carrière de Paolo Mori, parce que même si c'est assez original, cette idée d'avoir des vampires qui viennent introduire de nouvelles règles, les nouvelles règles en soi sont pas non plus complètement folles et rappellent des choses qu'on connaissait déjà, même dans le Uno. Par exemple, le vampire Tedesco qui va changer le sens dans lequel on joue. Donc on passe du sens horaire au sens anti-horaire, pas une innovation ludique inoubliable donc. On retrouve Paul Gara pour attaquer l'année 2009, et là, on est sur peut-être un des jeux les plus experts de Paolo Mori, je pense. Un vrai jeu pour joueurs, c'est Vasco da Gama. Un jeu sur le célèbre navigateur portugais, thématiquement, mais on va le voir, c'est avant tout un jeu mécanique, assez étonnant, parce qu'on retrouve des numéros de 1 à 20 qui sont au centre de notre programmation d'action. Un côté qu'on avait déjà aussi un petit peu dans Our, puisque dans Our, entre chaque tour, on doit échanger sa tuile, donc on doit déjà réfléchir aux actions qu'on fera au tour d'après. Bah ici, pour programmer nos actions, on va utiliser ces espèces de petits jetons numérotés qui font penser un peu à du loto ou ce genre de truc, mais on va les utiliser de manière très très sérieuse et stratégique. Paul Gara, là aussi, tu y as rejoué récemment. Ouais, j'ai rejoué récemment, donc pour préparer l'émission. Et en vrai, tu l'as dit, c'est un jeu où on va devoir planifier nos actions. Donc ça, on sait tous que dès qu'il faut programmer, en fait, parce que en fonction du numéro, ensuite, on va résoudre dans l'ordre des numéros. Puis on va prendre un numéro faible qui nous garantit de jouer en premier, plus c'est cher, potentiellement. Mais c'est surtout que c'est un jeu d'enchères en réalité. Le fond du jeu, le fond de la mécanique, c'est un jeu d'enchères et on ne ressent pas du tout le côté enchères classique auquel on est habitué, notamment si on a joué à tous les jeux d'enchères de Rainer Knizia qui sont sortis beaucoup dans les années 90-2000, quoi. Et on ressent pas du tout le côté enchères, alors que c'est ça. Moi, je trouve que ce jeu est vraiment excellent. Le côté enchère est top. Il réutilise la mécanique de l'enchère, mais en la présentant différemment, on la ressent différemment. D'ailleurs, la sensation de jeu n'est pas la même. L'interaction est extrêmement forte, voire très violente entre les joueuses entre elles en jeu. Mais le jeu lui-même est très violent avec les joueuses. Enfin, on a vraiment, c'est un jeu qui est méchant, qui ne veut pas du bien et qui ne veut pas créer des bonnes relations bienveillantes entre les joueuses. Parce que, notamment, quand on va prendre nos petits jetons numérotés, comme tu le disais, le montant exact qu'on devra payer n'est pas connu. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire. Ouais. Voilà. Et ça, les joueurs de jeux experts, en général, n'aiment pas du tout avoir de l'aléa comme ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est exactement tout ce que j'aime. Une grosse part d'aléa de perte de contrôle, en fait, qui oblige à s'adapter, de fait, et à revoir potentiellement sa stratégie, parce que peut-être qu'on ne pourra pas faire ce qu'on avait prévu, parce qu'on va devoir payer beaucoup plus cher et on n'a plus les sous. Oui, il y a un côté prise de risque, en fait. Ouais, prise de risque, et tu peux te retrouver, et les autres peuvent te faire des sales coups, et le jeu te fait des sales coups. Je pense que c'est un jeu qui ne sortirait pas aujourd'hui, puisqu'on est on est quand même dans une ère où les jeux sont toujours très gentils avec les joueurs et joueuses, toujours à les dédommager si on leur fait un sale coup. Enfin, je pense qu'on peut renvoyer aux articles de Bruno Feduti sur ce thème, sur le fait de faire des jeux méchants, où c'est vraiment le jeu qui est pas gentil et qui... Et moi, je trouve que c'est au contraire très culotté comme game design, quoi, parce que tu vas souffrir, mais c'est pas de la mauvaise souffrance, en fait. Il va falloir que tu sois très ingénieuse pour t'en sortir, tirer le parti de l'adversité. Et c'est un sentiment. Il y a une forme d'opportunisme aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu de société. À titre perso, j'aime bien devoir faire face à l'adversité, en fait. Il y a aussi toute une mécanique avec les bateaux qui est assez intéressante, parce qu'on les envoie en mer, ils nous donnent un premier bonus, si je me souviens bien, et puis ils vont nous donner une forme de revenu, et c'est qu'une fois qu'ils auront accompli l'ensemble de leur parcours, qu'ils vont vraiment scorer des points de victoire, si je me rappelle bien. C'est un jeu, moi, auquel j'ai joué vraiment
en 2012-2013 par là, puis que j'ai fini par revendre, mais je le regrette parce qu'il aurait vraiment une belle place dans ma collection aujourd'hui et ça me donne envie de le racheter, hein, évidemment, c'est le Ah danger oui, des bah, rétrospectives. je vous encourage enfin, voilà, à trouver un ami ou une amie qui l'a et y jouer parce que c'est assez détonnant. Et comme tu le dis, parce que les bateaux au fur et à mesure remontent et on va pas tous pouvoir remonter en fait parce qu'il y a plein de moyens de court-circuiter les autres. Donc il y a beaucoup de petits aspects comme ça très intéressants et je trouve que c'est un jeu qui provoque des émotions et des sensations très fortes parce qu'on va avoir des moments de désespoir parce que ce qu'on a voulu faire n'est pas possible. On va avoir des moments d'euphorie parce qu'on arrive à s'en sortir. C'est ça qui est assez beau en fait quand on joue, c'est de faire ce genre de coup en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais que c'était un jeu avant tout mécanique. Étonnamment, il est quand même parti du thème. C'est un thème, le Oui. thème du premier âge des découvertes, qui l'intéressait beaucoup. Et en fait, il a marié ce thème avec la mécanique qu'il avait à part, hein, ce truc des jetons numérotés à sélectionner. Il a fait ce mélange-là. Au début, c'était un autre titre. Hein, il se concentrait sur la Villa do Infante et la cour du prince portugais Henri de Navigator, qui lui a plutôt exploré la côte africaine ouest. Et voilà, il a commencé ses playtesting en 2007. C'est un jeu qui sort en 2009. Et dans le premier prototype, notamment, il utilisait des dés pour déterminer les actions qui allaient pouvoir être allouées pendant un tour de jeu, et puis des cartes qu'on piochait d'un deck pour découvrir si l'expédition allait être couronnée de succès ou non. Et c'était encore plus violent et difficile à prévoir qu'est le jeu dans sa forme actuelle. Donc ça le rendait encore plus frustrant, probablement trop. Donc voilà, il a un peu retravaillé sa mécanique pour qu'il y ait un petit peu moins de chance et qu'il y ait quand même une part de contrôle. Et je trouve qu'on arrive aujourd'hui à un bon compromis et un jeu qui est assez expert dans l'investissement qu'il demande, mais qui à l'arrivée est complètement grisant. Mais qui est pas compliqué en termes de règles. Hein. Ouais. C'est les choix que tu fais qui sont d'une grande complexité. Hein. C'est en ça que c'est vraiment assez expert. Et puis parce qu'il faut encaisser hein, les situations difficiles aussi. Hein. On enchaîne avec Pocket Battles, toujours en 2009, qui est une série de jeux de cartes, hein, plein de petites boîtes qui vont sortir entre 2009 et jusqu'en 2014. C'est des petits jeux de guerre pour 2 joueurs compacts qui permettent de simuler des batailles historiques ou fictives. Et chaque boîte va être dédiée à une bataille, à l'affrontement de 2 peuples. Ce côté asymétrique qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais qui à l'époque reste plutôt novateur. Chaque joueur va composer son armée à partir d'unités disponibles, et puis on s'affronte sur un petit champ de bataille réduit. Avant la partie, comme dans un jeu de figurines, on va devoir vraiment sélectionner son armée en fonction des valeurs de chaque carte. Donc on a une variété, on a un petit peu de deck building qui n'est pas intégré à l'expérience de jeu, qui vient en amont. I wanted to convey the flavor, the taste of the miniature battles, like the beginning was just like Warhammer or something like that. Okay, for people who like me don't have the money, the time, no, to spend of the type of games. These are games that require to players a lot of commitment, no, and also another element that I didn't like in that game was measuring. No, okay, it's out of range, and then okay, I move my unit, but now I must pivot. But okay, let's stop, and that's like that. I always loved how those games looked on the table. Okay, I still have my wooden elf armies in a drawer, but I really never got them to the table to play. We tried to design a games that had that type of feelings, but without a board, without measuring, and so on. And I think it worked out. Les combats sont assez simples à résoudre, hein. On reconnaît vraiment la patte de l'épure de Paolo Mori là-dedans, même s'il est accompagné de son ami Francesco Sirocchi. Le champ de bataille est divisé en 15 zones avec une grille de 3 colonnes et 5 rangées. Donc on a arrière-droite, avant-droite, avant-gauche, arrière-gauche, etc. Au début de chacun de nos tours, nos cartes vont pouvoir se déplacer vers une zone adjacente pour qu'on les repositionne
positionne intelligemment. Ça peut justement être l'occasion de faire une charge, donc si on déplace d'une unité vers une position où il y a une unité adverse, on a un dé d'attaque en plus. Car oui, les combats se résolvent avec des dés, mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur de réussite ou d'échec des dés n'est pas fixe, comme dans un Summoner Wars par exemple, elle va dépendre des valeurs qui sont déjà sur les unités. Les valeurs d'engagement sur chaque carte vont nous dire si on touche sur un 3, sur un 4, etc. Chaque carte a bien sûr des points de vie, et puis toute une série de pouvoirs spéciaux, il y a un système d'iconographie. Bon, esthétiquement, ça a énormément vieilli, mais mécaniquement, je pense que c'est assez punchy et c'est des jeux qui seraient encore intéressants aujourd'hui. On a vraiment l'expérience d'un jeu de figurines transposé à une petite partie de cartes sur la table, avec de la modularité, de la construction d'armées, tout ce qui fait le sel de ce genre de jeu, et sur un temps de partie très réduit. On parle de parties qui vont durer une demi-heure maximum, donc on est vraiment sur un jeu très moderne dans ce qu'il a à proposer en termes de système. Ce qui est intéressant aussi, c'est le système d'activation des unités. Donc la première fois que vous activez une unité, ça va vous demander seulement un jeton d'ordre, mais si vous voulez la réactiver autour de la même manche, il va falloir payer des jetons supplémentaires. On peut redéployer ces unités au fil de la partie, etc. Tout ça est très tactique, très nerveux, et je pense que c'est un système qui est très intéressant, qui a peu vieilli, mais esthétiquement le jeu mériterait vraiment une réédition. Toujours en 2012, on a Olympic Cards, un jeu de cartes familial où on participe à des épreuves sportives en jouant des cartes qui représentent différentes disciplines. Le but, ça va évidemment être de remporter le plus de médailles en gérant bien sa main de cartes et en anticipant ce que vont faire nos adversaires. Les cartes, elles vont avoir des valeurs qui représentent les différentes performances possibles dans les disciplines. On a une main de 6 cartes et à chaque tour, on va jouer une ou deux cartes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne veuille plus en jouer. Chaque épreuve olympique va avoir sa propre règle liée à la façon dont on doit jouer des cartes. Par exemple, la course nécessite de jouer la carte la plus haute possible, ou le tir à l'arc demande de jouer une combinaison de valeurs. On retrouve le petit côté twisté des jeux de cartes traditionnels qu'on avait déjà dans Pinguini Contro Vampiri. On a une petite mécanique de catch-up, de rattrapage, dans le sens où quand on ne remporte pas une épreuve, on va piocher plus de cartes que les autres pour la manche d'après, et la partie va faire 9 événements au total, 9 épreuves sportives, et celui qui a le plus de médailles à la fin l'emporte tout simplement. C'est un chouette petit jeu de cartes familial très simple, qui rappelle par exemple le jeu de Bruno Feduti, Le Roi des Nains, qui sort l'année qui précède. C'est un jeu familial accessible, rapide, avec des petites parties légères, qui a le mérite de transposer la thématique des Jeux Olympiques d'une façon plutôt intelligente. Évidemment, c'est pas le jeu le plus stratégique du monde, puisqu'on ne sait pas à l'avance les épreuves qui vont être tirées, donc on peut pas vraiment planifier. Mais pour taper le carton entre amis sans prise de tête, ça a l'air d'être un jeu plutôt sympa. Retour avec Polgara, on est en 2012 et on a un jeu qui va vraiment poser un jalon dans la carrière de Paolo Mori. Je pense que c'est le moment où on le remarque vraiment, je sais pas en Europe, mais en tout cas en France, on commence vraiment à parler de lui, parce qu'on a Libertalia, un jeu thématique pirate à base de cartes, qui va arriver chez Marabunta, qui à l'époque était un studio d'Asmodée, que Asmodée avait conçu avec à sa tête Croc, pour justement plancher sur des jeux un peu plus orientés gamer, expert, voilà ce genre de public. Et ça va aller avec une identité graphique très forte, un peu crasseuse, poisseuse, de ces pirates hauts en couleur. Et cette galerie de personnages qu'on va retrouver sur nos cartes, parce que Libertalia, vous le connaissez probablement, je le présente en 2 mots, c'est un jeu dans lequel on a tous le même deck de 30 cartes à notre disposition. À chaque tour, on va choisir une carte face cachée, on va tous révéler cette carte et elles vont s'ordonner en fonction de leur valeur et activer un pouvoir, 30 pouvoirs différents dans le jeu pour 30 cartes. Certains vont s'activer pendant une première phase de résolution, d'autres vont s'activer pendant le partage du butin, puisque comme on est des pirates, il va s'agir de ça, il va s'agir de récupérer les parts du butin les plus lucratives et de bien se positionner dans l'ordre du tour pour pouvoir avoir les trésors les plus juteux. Et c'est un jeu, là aussi, très interactif, très méchant, potentiellement, comme dans Vasco da Gama, mais avec une interaction plus directe, où on peut complètement s'éliminer. Il y a une part
de chaos, mais je le dis pas de façon péjorative, un chaos ambiant assez fun en fait, qui en fait un jeu très accessible, mais quand même une forme de profondeur, parce que voilà, on va jouer nos 6 cartes, mais on en a eu 9 en début de manche, et on n'aura peut-être pas gardé les mêmes cartes, donc il va y avoir presque un aspect jeu de pli, où on va compter les cartes que les autres ont sorties. Je trouve le jeu excellent. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est un gros jalon parce qu'il est dans la recommandation du Spiel des Jahres 2013, je pense. Donc c'est un début de grosse reconnaissance. Je pense que c'est un jeu presque party game, hein, quelque part, on pourrait dire. Parce que, ça se joue jusqu'à 6 d'ailleurs. Ça joue jusqu'à 6. Il y a beaucoup... Beaucoup d'interactions, comme tu l'as dit, ça repose beaucoup là-dessus. Les règles sont ultra simples, hein, en fait. Ça va être le plaisir des interactions, typiquement, parce que selon ce qu'on va jouer, il y a du guessing, il y a du bluff, tu l'as dit, c'est assez chaotique. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est très inspiré des créations de Bruno Felici. Ah, je pense, c'est ce que j'allais dire, ouais, à fond. Voilà. Citadel, ce genre de jeu, il y a une filiation qui est quasi directe, ouais. Dès que tu as des cartes avec des personnages qui ont des pouvoirs et que tu les joues dans un certain ordre parce qu'ils ont des numéros, enfin, je veux dire, on pense tous à Citadel, c'est évident. Regardless of Citadel or other games, I feel that I ever been inspired by Bruno Faidutti games. My main inspiration for this game wasn't probably Citadels, so I didn't start from Citadels. But was probably an inspiration. The game that probably inspired this one, and it's strange because if you look at the games are completely different, was it was the Agricola. It's a completely different game, but the element that I loved in Agricola, and it was also in other games, that it was a big year for the games because there was also Dominion in that year, okay, is that element of getting at the table with a new, with something different every time, no? So, I mean, Agricola is not Agricola like it plays, but the hand of card that you get at the beginning, at the start of the game in Agricola. No, I loved that that feeling. Okay, when there are games that you can study and play. Okay, I'm not a great player because I don't love to study games. But when you have to not really improvise, but okay, get the right strategy, in a new situation, I'm usually quite good at it, so it's a game that I would have loved to play, okay, and so I had to design it, and that was the starting inspiration for the game. Having a random hand that is shared by all the players at the beginning, and so the powers were here from the very beginning. The element that was added afterwards wasn't the cards, but was the rewards, the loot. Okay, at the beginning there were only cards, but then the choices of the player were all very similar because there was you just had to decide the right order in which playing them. It was the same for all the players, while getting rewards that could be different according to the rank. It made the game work better. Il a été réédité. Alors les joueurs qui l'avaient joué, ce qu'il avait connu avant, on trouve la réédition pas bien. Et parfois on trouve que la V1 était un peu longue. Et effectivement, peut-être que c'est une question d'époque ou pas. Mais je pense aussi qu'il a eu lui-même des descendants en fait. Tu vois, il vient de. Enfin, je pense que c'est un jeu marquant parce qu'il a des descendants. Je pense à un jeu comme Valbara qui est sorti il y a 2-3 ans. Qui pour moi est extrêmement inspiré de Libertalia. Enfin, la filiation, elle est évidente. Donc c'est en ça que c'est un jeu, je pense, qui a de l'importance. Il a une filiation en fait. Enfin, il a donné naissance à d'autres jeux qui sont directement inspirés de lui. Moi, je trouve top ce jeu, enfin extraordinaire. Et puis c'est un jeu où on peut s'insulter. Il y a de quoi s'insulter, effectivement. On voit à l'écran les visuels de la seconde édition qui, en fait, donc c'est chez Stone Meyer qui ont essayé
d'élargir en fait le marché pour le jeu, hein, de l'aveu de Paolo Mori lui-même, voire de le revendre à ceux qui l'avaient déjà, parce qu'ils ont revu plusieurs choses, le système de gestion des égalités, puis ils ont aussi fait de nouvelles cartes. Mais tu l'as dit, pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas dans les visuels, quoi. Dans les visuels de la première édition, qui se mariaient vraiment avec toute la méchanceté crasse qu'il y a à l'intérieur du jeu. Oui. Et là, on est sur des animaux pirates, anthropomorphes, des couleurs voilà, très vives. Et il y a un truc qui ne fonctionne pas. En fait, de fait, c'est un petit peu aseptisé, sauf que le choix, l'identité visuelle qui avait été choisie pour la VR, elle allait bien avec le thème qui avait été pris, des pirates, hein, et elle allait bien avec ce qu'on faisait en jeu, parce que je disais en rigolant, c'est un jeu où on a envie de s'insulter à table et tout, on a envie d'être dans une taverne de la Jamaïque en train de boire du rhum, et tu vois, on est dans cette ambiance-là assez poisseuse et assez un peu violente. Enfin, on a envie, on est dans de la confrontation avec les autres, on se fait des sales coups, on va s'exclure, on va être content de faire des sales coups aux autres, donc tout se mariait bien. Et il y avait vraiment, on arrivait à ressentir le thème, alors qu'en réalité, en vrai, ça pourrait être n'importe quoi, hein, le thème du jeu. Et pourtant, ça collait bien, quoi. Et de fait, de le faire plus gentillet, c'est comme si ça t'enlevait un peu du plaisir transgressif qu'autorisait ce jeu en partie, quoi. C'est aussi peut-être l'un des premiers jeux de Paolo Mori où on voit vraiment apparaître cette dynamique des pouvoirs, et où la complexité vient des pouvoirs et de leur application. Et ça, c'est très agréable, parce que ça permet de se lancer dans le jeu de manière assez immédiate, parce que les règles de base sont vraiment très simples, hein. J'ai quasiment tout dit, c'est on pose tous une carte, on la révèle, et on applique les pouvoirs. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses, et ça va créer une forme de narration, en tout cas de retournement de situation dans le jeu. Pas de narration au sens où on lit une histoire, mais de narration dans le sens où il y a des rebondissements, des moments où on se souvient, où telle personne a sorti telle carte à ce moment-là, on s'y attendait pas du tout, on avait complètement oublié qu'elle l'avait gardée dans sa manche depuis le début, et c'est ça, c'est cette simplicité-là des règles alliée avec cette complexité des pouvoirs. Alors ils sont pas très compliqués, hein, mais c'est leur imbrication, la façon dont ils se répondent, qui va faire de la magie. C'est bien la preuve que on peut avoir des mécaniques ultra simples qui créent des dynamiques très riches. C'est-à-dire, les dynamiques, c'est tout ce qui va se passer en cours de partie et qui vient de la rencontre entre un système qui est le jeu et la façon dont les joueuses vont l'activer en jouant, quoi. Et on voit que, règle très simple, avec de fait des situations, des événements très variés, très riches, et qui crée de la profondeur, et ensuite des émotions, comme on l'a dit, très fortes, puisque on peut vraiment mal vivre ce qui va se passer, on peut avoir des coups d'éclat, donc et qui laisse ces fameux souvenirs mémorables, quoi. C'est un jeu dont tu peux te souvenir de certaines parties longtemps après, quoi. On passe en 2013 avec un jeu que j'affectionne tout particulièrement, Augustus. J'ai une boîte par là qui est très usée, hein, qui a vécu plein de parties et qui a souffert. C'est un jeu que j'adore pour sa simplicité. C'est un jeu qui a l'intelligence de prendre la mécanique du bingo et d'en faire un jeu très malin, plein de surprises, plein de rebondissements. C'est un jeu qui a été édité par Hurricane, hein, un éditeur qu'on voit plus trop, et sur lequel a pas mal travaillé Bruno Catala. Il avait travaillé au développement à l'époque. On a des tuiles devant nous avec des petites icônes, et une des joueuses va mettre la main dans un sac, tirer des tuiles avec ces icônes indiquées dessus, et l'annoncer à la volée, comme on le ferait un peu dans un jeu à cocher où on a un lancer commun pour toute la table. Donc, double épée, bouclier, char, et tout le monde, simultanément, peut prendre un de ces petits pions et le mettre sur une icône qui correspond sur une de ces tuiles. Si on n'a pas la bonne icône, tant pis pour nous. Évidemment, il y a une répartition très maligne des icônes, où certaines sont plus présentes dans le sac que d'autres, et donc les tuiles les plus lucratives en termes de pouvoir, parce que là aussi, comme dans Libertalia, il y a énormément de pouvoir à déclencher, vont être celles qui ont les icônes les plus rares. Et c'est un jeu beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît, avec des vraies prises de risque, avec une interaction
indirecte, mais très présente tout de même dans la course aux objectifs. Il y a des objectifs à ramasser autour de la table et il y a aussi une pression pour mettre fin à la partie. Parce que la première à avoir 7 cartes validées devant elle va mettre fin à la partie. Ça, on doit se surveiller pas mal pour faire un équilibre entre rusher plein de petites cartes ou essayer de faire des cartes plus difficiles à valider mais qui font beaucoup de points. J'adore Augustus, en fait. Finalement, il a fait ça dans plusieurs jeux. Il reprend une mécanique qui est ultra connue et qui est vraiment pas sexy sur le papier, celle du bingo. Il la dépoussière, il la modernise. Exactement ça. Il la transcende et il en fait un truc super. Et Augustus sera dans la sélection du Spiel 2013. Donc, il ne gagne pas le Spiel avec, mais il est en lice pour le Spiel. Ça aurait fait un super Spiel. Je pense qu'il y avait Anabi en face. C'est Anabi qui l'a emporté. Ouais, c'est Anabi qui l'a emporté. En plus, moi je le cache pas, je suis une immense fan de Vincent Dutrait. Alors en plus c'est des illustrations de Vincent Dutrait, donc ça emporte toujours un peu plus mon cœur. Je trouve que tu vois, on me dit toujours ah oui mais ça c'est un jeu. Souvent on entend ah mais ça c'est familial, c'est léger et tout. Ah ouais mais c'est juste super bien en fait. Il y a des jeux familiaux qui sont bien mieux que des jeux peut-être initiés ou experts qui sont juste pas bien. Et pour moi c'est un jeu extraordinaire à présenter. Quand on cherche des bons jeux pour faire découvrir le jeu de société, ça fait partie des super jeux. Il a plus de 10 ans et il a pas pris une ride. Parce qu'en plus, l'idée du bingo, c'est un truc que tout le monde connaît plus ou moins. Enfin, il y a pas de... Donc, t'es en terrain connu. Je trouve le choix du thème super cool. Ouais. Je n'ai pas du tout... Il y a eu une réédition avec un thème tellement plus... consensuel, ouais. Consensuel, alors que là le choix du thème est beaucoup plus est plus original. Forcément on est dans l'Antiquité romaine, on le comprend avec Augustus, mais via Magica, tu vois, les illustrations ont moins de caractère. Le thème il est, je pense qu'on ramasse des ressources pour faire des potions magiques. Ouais, en fait c'est le même problème qu'avec Libertalia dont on vient de parler. C'est on veut rééditer un jeu qui est déjà en fait grand public intrinsèquement dans ses mécaniques, mais on se dit ah là là, les visuels ça va pas, il faut faire des visuels qui collent avec son ampleur, son potentiel grand public, mais du coup effectivement ça en vient à faire un jeu qui manque de caractère, qui va moins surnager quoi, et de loin on va prendre ça pour un jeu dédié à un public enfant, alors que c'est un jeu résolument tout public et auquel on peut jouer entre joueurs passionnés, experts, appelons ça comme on veut, et prendre du plaisir. C'est très rapide, on a envie de faire une revanche derrière, c'est des parties de 20-25 minutes, il y a toute la frustration liée au hasard du tirage, et en même temps, des fois, on se dit je peux m'en vouloir qu'à moi-même, parce qu'il y a eu ce moment-là où j'ai choisi de mettre un pion sur cette icône-là plutôt que sur celle-là, et si j'avais été moins gourmand, j'aurais pu retourner le truc à mon avantage. Alors, il explique en interview que, comme on peut se l'imaginer, l'idée lui est venue en jouant au bingo à un événement de charité quelconque. Il s'embêtait en fait en jouant au bingo et il s'est dit que en même temps il y avait une certaine tension, il le constatait dans le tirage parce que les gens attendent de savoir ce qui va être tiré, ceux qui attachent vraiment de l'importance à ça. Il se disait quand même ce feeling là il est intéressant. Comment est-ce que je pourrais l'utiliser pour le mettre dans un vrai jeu, c'est-à-dire un jeu où on a des choix significatifs en fait qui sont faits par les joueuses. Il le décrit avec une immodestie non feinte et tant mieux comme son idée la plus brillante en fait, parce que c'est vraiment la réimplémentation géniale d'une mécanique qui est vieille comme le monde et qui était là, il le dit, devant les yeux de tout le monde pendant des années, et c'est lui le premier à le faire, et je pense que ça va aussi inspirer, on le disait, plein de jeux à cocher qui vont sortir après, etc., avec ce côté jeu en simultané aussi, parce que dans la rythmique du jeu, il y a aussi des trucs intéressants qui se passent, et à l'époque, c'était assez novateur aussi. Ouais, c'est ça, et mine de rien, il y a un truc qui est tout bête, mais pendant la partie, on se passe le sac de main en main, et à chaque fois qu'une tuile joker est tirée du sac, on remet tout dans le sac et on passe le sac à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être la même personne qui tire pendant toute la partie, mais moi je garde ce rituel de passer le sac parce que en fonction de la personne qui tire les tuiles, le rythme et le ressenti va être différent, la façon d'annoncer les tuiles, il y a une théâtralité dans ce jeu qui est assez fascinante. Mais tous les jeux comme ça où tu vas piocher, surtout quand tu pioches pour la collectivité, plus que quand tu pioches pour ton sac à toi,
il y a quand même toute une idée de la mise en scène du geste en fait de piocher qui est ultra importante. Enfin, tu vois, on parlait de Thèbes il y a pas longtemps. Dans Thèbes, alors là, on pioche pour soi, mais c'est un sac qui appartient à tout le monde. On sait que quand on va piocher dans le sac, il y a tout un moment de tension, de suspense qui se crée. Là, c'est la même chose. Je pense que ça reste. Alors, effectivement, je pense que les roll and ride sont des héritiers indirects du bingo, mais des jeux qui utilisent vraiment la mécanique du bingo comme ça, il y en a pas tant que ça Et je pense que ça reste la référence ultime. Oui, parce que t'avais Streams chez Monster Games, si je me rappelle bien, mais qui est beaucoup plus anecdotique, qui est beaucoup moins excitant. Là, c'est vraiment une vraie utilisation de cette mécanique dans un jeu moderne, avec tout ce qu'il comporte, avec des pouvoirs, avec des objectifs à réaliser, avec de la tension sur la fin de partie qui est contrôlée par les joueuses. Et on retrouve plein d'ingrédients très moderne, dans un format très compact, avec une mécanique très simple. Et d'ailleurs, il le dit, Paolo Mori, en interview, on le comprend, hein, il aime beaucoup ce jeu, et il dit que s'il devait en retenir un seul qu'il a conçu, ce serait celui-là. Parce que c'est celui qui l'a aidé à être connu d'une audience plus large, plus que Libertalia qui, voilà, on l'a vu, s'adressait avant tout aux joueuses passionnés. Il le dit à propos de sa rethématisation de Via Magica, que ça le dérange pas en soi que ces jeux soient rethématisés, même si il attache finalement quand même assez de l'importance au thème, parce que même si la mécanique vient d'abord, une fois qu'il a une mécanique en tête, il essaye de voir un thème qui fonctionnerait bien avec elle. Dans Augustus, effectivement, ça aurait pu être n'importe quel autre, mais ça fonctionne assez bien, et il y a des petits détails comme le fait que quand on a terminé une tuile, on dit Ave César, et on a toute la satisfaction qui va avec. Et si on est plusieurs à le dire en même temps, on doit voir l'ordre dans lequel elles se résolvent, etc. Donc ça participe aussi à toute cette théâtralité. C'est pas mon jeu préféré de lui, mais je pense qu'effectivement c'est objectivement un de ses meilleurs jeux. Et un des plus simples, en fait. La leçon qui retient d'Augustus, c'est il y a quelque chose à apprécier et à sauver dans presque, entre parenthèses, n'importe quel jeu, même dans le bingo, et je pense qu'il en a fait la démonstration. En 2013, on a aussi Batman Gotham City Strategy Game, un jeu à licence, donc dans l'univers Batman, où l'originalité, c'est qu'on n'incarne pas Batman lui-même, mais un célèbre super vilain. Il y a le Joker, le Pingouin, Double Face ou encore Killer Croc. Et on veut tous être le big boss de Gotham City. On affronte à la fois les autres joueurs pour être le plus influent dans la ville, et Batman lui-même, qui est géré par une intelligence artificielle et qui va nous mettre des fameux bâtons dans les roues, évidemment. On a de la gestion de ressources, du contrôle de territoire surtout, hein, on essaye d'être majoritaire dans les quartiers les plus stratégiques, et puis on doit recruter des sbires, tout ça en repoussant les attaques de Batman. Chaque quartier de Gotham va offrir différents avantages, et on doit essayer de les sécuriser pour obtenir des ressources en échange. Nos sbires nous permettent à la fois de défendre nos territoires et d'accomplir certaines missions. Batman se déplace sur le plateau avec ce système d'intelligence artificielle, et quand on le rencontre, ça va se solder par un combat. D'ailleurs, cette pression de Batman, dans les différents retours que j'ai pu lire, elle semble vraiment constante et assez immersive. On a cette ombre du super-héros qui plane sur nous et qui peut foutre le bazar dans nos plans à tout moment. Les ressources sont de différents types, c'est thématique elle aussi. La menace, c'est ça qui va nous permettre d'imposer notre domination dans les différents quartiers, ce qui va nous donner des revenus sous forme d'informations ou d'argent. Cet argent, il va nous servir à recruter des hommes de main, et on peut aussi en dépenser un certain nombre pour monter de niveau. On peut monter de niveau dans le jeu. Et puis l'information, on l'utilise là aussi pour monter de niveau et pour se déplacer sur le plateau. Le but, c'est d'atteindre le niveau 10 en ayant le plus d'argent et d'informations possible à dépenser. Et il y a une petite asymétrie puisque à chaque niveau, on va débloquer une capacité qui est propre à notre personnage. Ça, c'est assez stylé. À son tour de jeu, on va jouer des cartes de complot criminel qui peuvent générer des revenus pour le maître d'un quartier précis. Donc, si on est déjà influent dans ce quartier, forcément, ça nous arrange. Mais on peut aussi jouer des cartes Bat-Signal qui vont faire intervenir Batman. Et on va évidemment essayer de le faire au moment le plus opportun pour emmerder les autres. Les
combat, il se gère au dé, hein, avec 2 dés spéciaux. Si Batman l'emporte, on se barre et on revient dans notre repère avec nos hommes de main. Et quand on parvient à vaincre Batman, celui-ci fuit, retourne dans sa Batcave, mais il reviendra plus fort, avec des améliorations supplémentaires à chaque fois. C'est un jeu qui a l'air assez classe, quand même très bien fait thématiquement pour les amateurs de la franchise. Maintenant, dans les retours qui émergent un petit peu partout, c'est un jeu assez long. Ça fait penser à Munchkin, hein, ces jeux où on doit atteindre le niveau 10, et où si les autres nous mettent des bâtons dans les roues, surtout si on joue à 4, etc., ça peut être très très long, ça peut un peu piétiner, donc il mériterait un petit coup de boost aujourd'hui pour être remis au goût du jour à mon avis, mais c'est quand même un travail d'adaptation de Paolo Mori qui semble assez solide. En 2013, on avait enfin Memento, un petit jeu de cartes publié chez Cosmos, et c'est rigolo parce que Memento de Paolo Mori, Memento Mori, c'est le nom d'un film notamment. Voilà, Memento tout court, c'est aussi le nom d'un de mes films préférés de tous les temps. Comme le nom l'indique, c'est un jeu de mémoire. Les cartes ont à la fois une couleur et une forme, et dans le jeu, chaque couleur et chaque forme a une façon de scorer différente. C'est un petit jeu compact et rapide qui fait vraiment intervenir la mémoire de façon assez intense, hein, beaucoup plus que dans un Mamma Mia de Rosenberg par exemple, qui est un peu plus fun. Ici, je pense qu'il faut vraiment se concentrer. On a des cartes qui vont définir des points positifs et des points négatifs, et il va falloir se souvenir, l'ordre dans lequel on a pris nos cartes, à quelle façon de scorer elles vont être associées pour arriver à faire une séquence la plus positive possible. C'est ce genre de petit jeu de cartes un petit peu malin où il va falloir, avec opportunisme, combiner le fait que le triangle fasse autant de points, le vert me fait autant de points, ok, je l'ai pris à cet endroit-là dans ma séquence. L'édition est un peu datée, c'est pas très beau, il y a très peu d'informations dessus aujourd'hui sur le net. C'est un jeu qui est tombé dans l'oubli, clairement, mais on retrouve ce côté malin et très épuré, propre à Paolo Mori. I hate memory in games. The rule very simple, but of course the cheat is that you have a series of rules at the middle of the table that change every game, that apply to shapes and colors. Something like point salad. After the first 4 or 5 cards you get, you start to lose control on what you're getting, no? Because, okay, how many stars do I have, no? En 2014, on a un seul jeu, mais quel jeu? Dogs of War, un jeu qui est sorti chez Cool Mini or Not, qui aime la surproduction, qui aime les figurines, qui aime le kiloplastique. Quel dommage, parce que ce jeu aurait tenu dans une boîte beaucoup plus humble, avec un matériel beaucoup plus sobre. Franchement, avec quelques cubes en bois, ça aurait fait le taf, mais bon, c'est pas grave. En version française, il est sorti chez Edge, et regardez-moi la taille de la boîte, c'est insensé, franchement. On dirait qu'on va jouer à un gros jeu de guerre hyper complexe qui va durer des heures. Et en fait, c'est hyper simple, c'est hyper fluide, à la Paolo Mori, vraiment. Le livret de règles, il fait 35 pages, et en fait, il y a 15 pages qui sont dédiées au lore, à l'univers, aux différentes maisons, à leurs traditions. Bon, personnellement, je m'en fiche. Et puis surtout, les règles du jeu en elles-mêmes font 6 pages. C'est insensé. On a un livret de 35 pages pour 6 pages de règles. Ça rend le jeu très intimidant, alors que vraiment, c'est hyper simple. Dogs of War, c'est un jeu de tir à la corde. On a 3 batailles distinctes et tout va être tiré aléatoirement au début de chaque manche. On va en faire 3. À chaque manche, on va avoir 3 affrontements distincts avec à chaque fois 2 maisons qui s'opposent. Et il va y avoir aussi un petit côté jeu boursier parce que au départ, chacun reçoit de l'influence liée à certaines de ces maisons. Toutes les maisons valent moins 1 point par jeton au début, et puis petit à petit, on va pouvoir se battre, essayer de gagner des batailles pour faire progresser ces jetons d'influence et essayer qu'ils fassent plus des points négatifs, mais même des points positifs. Tout ça est secret, donc au début de la partie, on comprend pas vraiment les intentions de chacun, et puis on va tisser des alliances temporaires au fur et à mesure de la partie. Au début de chaque manche, on a un capital d'argent à dépenser qu'on va utiliser pour acheter des cartes troupes. Elles sont de valeur 1, 3, 5 ou 7 pour
respectivement un coût de 1, 2, 3 ou 4 pièces d'or. Le jeu va nous donner à chaque manche un certain nombre de figurines à placer sur différents emplacements liés aux batailles, et il y a des emplacements beaucoup plus intéressants que d'autres parce que les bonus vont être plus juteux. Ça aussi, ça va être réparti aléatoirement et ça va être à nous de flairer les bonnes opportunités, de redéfinir ses priorités entre nos intérêts sur le long terme et sur le court terme. Et à son tour, c'est tout bête, on place une figurine quelque part, on l'accompagne d'un soldat et on tire à la corde d'autant de cases. Je joue un 3 sur la bataille du milieu, je tire à la corde 2-3 vers la maison qui est de ce côté-là. On va se chambrer, on va se bagarrer, on va se dire non, va pas là, le laisse pas faire, il faut le contrer là, regarde, il a déjà autant de points, on peut pas laisser cette maison-là gagner. Il y a un enjeu assez fou, c'est que si une maison atteint les 15 points de son côté, le tir à la corde est total, elle va remporter 2 crans d'avancée sur la valeur de ses jetons d'influence, et la maison vaincue va reculer de 1, donc on peut avoir des retournements de situation potentiellement au fil de la partie. C'est un jeu hyper interactif, hyper tendu, on a des petites cartes spéciales qu'on peut jouer de temps en temps, des cartes diplomatie ou tactique, je sais plus comment ils appellent ça, mais qui permettent vraiment d'améliorer une troupe de sa main, on peut se repositionner, enfin juste ce qu'il faut d'effets un peu percutants pour qu'on ait des retournements de situation et du suspense. C'est un jeu que je trouve génial, il faut y jouer à 4 ou 5, mais nous, il nous a mis tous une baffe lors de notre partie découverte, et vraiment son défaut, c'est son édition, c'est le fait qu'il soit surproduit, qu'on s'attende à un gros jeu de bagarre avec des figurines, etc., alors que ça pourrait être des petits meeples ou des petits cubes en bois, ça marcherait très bien aussi. Mais voilà, c'est un petit peu la constante de Paolo Mori, c'est vraiment un gars qui a pas de chance avec l'édition. D'ailleurs, il le dit en interview, le problème de ce côté overproduced, c'est qu'on va croire que c'est un wargame, alors que c'est un jeu de placement assez tactique. But that's Simon, okay? Come from that type of games, you know, so the overproduced game, and usually it works for them. So I think they made the same choices for Dogs of War that was different from other games they had in their catalog. And I don't know, probably this didn't help, no, for sure. It didn't help in selling the game, because the game actually is, it's very simple, straightforward as rules, no. Yes, I've been unlucky. I don't know if I could blame them for this, because there is still, if you go around the forums, there is still people who talking about a possible second edition says, okay, let's hope that there still will be hats in the second edition, no, because they loved that type of a production that made the game distinctive, no. Actually, I can get it, because it's something that when you put on the table, give the game what we call the table presence, no. It's not functional at all for the game, no, because sometimes there is the lady with the head is so big that you cannot see what's beneath. The first publisher that was very interested in publishing the game, I was signing a contract for Dogs of War, was Hansing Gluck. Oh, okay. On the opposite side of the spectrum, no. So it's to say that it's a game that is it can appeal to different type of players and also to different type of publisher. For sure, the Hansing Gluck version would have been very different, no. I don't know if better, but different experience. I don't know what is better, but it's okay. L'objectif de Paolo Mori avec ce jeu, c'était de designer une alternative à Risk, d'en faire une version un petit peu plus moderne et plus complexe. C'est un jeu dans lequel il faut accepter qu'on n'ait pas le contrôle total, on n'est pas dans un Lacerda. C'est un jeu dans lequel il y a évidemment des éléments qu'on maîtrise pas parce qu'on dépend des actions des autres, une carte qui est jouée par notre adversaire. On retrouve le même feeling que dans un Libertalia où parfois on va pas être en mesure, si les autres nous suivent pas, de contrer un adversaire. Paolo Mori il explique en interview qu'en fait ça, en tant que designer, c'est une leçon à apprendre. Il faut savoir viser la perte de contrôle et se laisser porter par les événements qui vont survenir de manière organique et intrinsèque dans le jeu, en fonction du comportement des joueurs et joueuses. Le dernier jeu de cette rétrospective, c'est Unusual Suspects en 2015. Un petit jeu très simple, un jeu d'ambiance en fait, en quelque sorte. C'est une espèce de similo
avant l'heure en fait, parce qu'il sort 4 ans avant, et surtout beaucoup plus trash, beaucoup plus outrancier, voire irrévérencieux, parce que c'est un jeu dans lequel on va devoir juger, utiliser nos stéréotypes pour l'emporter coopérativement. C'est une sorte de qui est, mais en plus trash, avec vraiment du délit de faciès. Donc, comme dans un similo, mais je rappelle que c'est sorti avant, on va avoir un joueur qui doit faire deviner aux autres un personnage. Il tire une carte qui lui désigne un personnage dans une grille de 12. Et puis, on va devoir choisir des cartes questions qu'on va poser pour essayer de deviner quel personnage on a et en éliminer petit à petit dans la galerie. Mais là où le qui est complètement twisté, c'est que ces questions sont pas d'ordre objectif. Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il a les cheveux bruns? Ce qui est beaucoup plus intéressant ici, c'est que c'est évidemment des questions auxquelles on ne peut pas connaître la réponse comme ça en observant la tronche. Est-ce qu'il est végétarien? Est-ce qu'il passe souvent des repas? Est-ce qu'il est religieux? Est-ce qu'il ou elle est vieux jeu? Est-ce qu'il ou elle sort en boîte? Tout ça, on n'en sait rien, on va devoir juger à la tronche, à la gueule du client, vraiment. Donc les joueurs qui cherchent posent une question à celui qui fait deviner, il répond oui ou non, et sur simple base de cette réponse, il faut éliminer au moins une personne. Et là, ce qui est délicieux, c'est les débats, quoi. De vraiment, non mais regarde, celle-là, c'est impossible qu'elle soit végétarienne, t'as vu sa tronche? Elle a de l'embonpoint et tout, c'est pas possible, elle mange de la viande. Et c'est vraiment, on dit des horreurs, on dit des insanités, mais on est obligé, la structure du jeu nous force à ça, donc c'est très politiquement incorrect. Nous, c'est un jeu qu'on a beaucoup utilisé dans le secteur associatif pour réfléchir aux préjugés qu'on avait sur base des gens. C'est vraiment un outil qui est intéressant pour travailler ça. Et puis aussi, c'est un jeu d'ambiance très fun, très transgressif, où vraiment ce qui va se passer autour de la table va rester autour de la table. On va être dans un cadre comme ça, où on a le droit de dire les pires horreurs parce que ça va nous aider à gagner. On a le droit de jouer sur les pires clichés parce que c'est comme ça, avec cette communication limitée, qu'on va pouvoir s'en sortir coopérativement. Et c'est là tout le génie de Paolo Mori, c'est d'arriver à twister à nouveau un jeu traditionnel comme le qui est, comme le bingo, comme le Uno auparavant, et d'en faire un truc complètement nouveau, qui renouvelle énormément les sensations, où on se marre, parce que dans le qui est, il n'y a pas beaucoup de fun, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, c'est binaire, c'est oui ou non, et là on est obligé de transformer quelque chose de très subjectif et d'inconnu en une réponse binaire. C'est là tout le génie, tout le sel du jeu. Et je pense que ça donne une bonne idée, comme d'autres exemples qu'on a vus avant dans cette vidéo, de la faculté de Paolo Mori à prendre des structures existantes et à les renverser complètement pour créer une expérience inédite. This is one of my contributes to the game design, not being snobbish to any type of game, any game. So also, for example, bingo or Connect 4, that are games that don't add much, to the experience for people who also play other games. Expectation, where you are waiting for the right number to complete your card, that's something that I really wanted to convey with a real game. Also, bingo is a real game for me. You don't have choice, but it's a game. I'm not snobbish about the definition of games, but I wanted to convey that in a game with choices and something that you could put in a box and sell, of course. I like to see traditional games or mass market games with few choices in them, but that still sell for something because they give some good experience to who plays them and take what's good in them. And I think after there are people the other designers that try to exploit this research after me. Also, Bruno Catala, King Domino, for sure, the mechanic is taken from the domino, so also it's referenced in the title. Bruno, by the way, worked as a developer on Augustus, so I think that he appreciated the operation. So it's I don't know. I don't think I'm really an inspiration for him, but it's something that wasn't so popular before. So that's my contribute. C'est la fin de ce premier volet de la rétrospective Paolo Mori. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez apprécié d'avoir à la fois les interventions de Paul Gara et puis pour la première fois un dialogue avec la personne concernée. C'est quand même une chance géniale pour moi d'avoir pu interviewer Paolo Mori. J'espère que ça vous a intéressé. Ces rétrospectives sont les vidéos les plus ingrates. C'est celles qui me demandent le plus de travail pour souvent le moins de vues.
nul moins de rémunération publicitaire. Donc si vous aimez mon travail, considérez l'idée de contribuer financièrement à la chaîne si vous le pouvez, si vous en avez les moyens. Ça se passe sur ko-fi.com/rue du jeu. Ça vous permet notamment de bénéficier de vidéos en avance, de les avoir avant leur sortie publique, et puis d'être cité au générique, pourquoi pas. Il y a aussi la tombola qui existe, la tombola rue du jeu. Vous pouvez participer à hauteur de 5 € pour, si vous êtes tiré au sort, ensuite gagner 60 € de jeux que vous composez vous-même parmi un panier assez alléchant de jeux que j'ai choisis, que je trouve de qualité. On se retrouve très bientôt pour le volume 2 qui sera consacré aux années 2016 jusqu'à 2024-2025. Toujours avec Paul Gara, toujours avec les réponses de Paolo Mori. Merci de votre fidélité, c'était Boris pour Rue du Jeu. Jouez bien par chez vous. Ciao!